Le grand décryptage, deuxième partie, PSA dit stop aux retraites chapeau des grands dirigeants. Ces retraites surcomplémentaires qui viennent s'ajouter à la retraite de la Sécu, à la retraite complémentaire. L'argent économisé chez PSA, soit 34 millions d'euros cette année, sera redistribué aux employés. Avec nous sur ce plateau, Thibault Langsade, vice-président du MEDEF. Bonsoir. Bonsoir. Il y a également Pascal Pavageau, secrétaire confédéral Force ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel Grimaud, président de Maximis Retraite. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Pierre Mercier, délégué syndical CGT, PSA Poissy. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Pierre Mercier, une prime de 400 € qui va être distribuée l'année prochaine, je crois, au printemps, à tous les salariés de PSA. J'imagine que vous applaudissez des deux mains. Vous êtes ravis? Ça fait pas du tout le compte. Vous rigolez, ça fait pas du tout le compte. Les salaires sont bloqués pour l'ensemble des salariés depuis mars 2012. À l'époque, on avait eu une augmentation de salaire de 33 € net par mois. Donc je peux vous dire que les fins de mois sont extrêmement difficiles pour l'ensemble des salariés de PSA. Et nous, au niveau de la CGT, on avait dénoncé depuis des années ce système de retraite chapeau qui est opaque, qui est surtout complètement injustifié. Aujourd'hui, la direction de PSA le réforme, le supprime pas, mais le réforme. Bon, écoutez, il faut l'abolir. Et évidemment, cette prime de 400 €, on va la prendre parce que c'est notre argent. C'est nous qui l'avons fabriqué, cet argent. Donc il nous revient, c'est tout à fait normal, mais on est très très loin du compte. Emmanuel Grimaud, vous êtes spécialiste de ces questions. Pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, c'est quoi une retraite chapeau? J'ai dit brièvement que c'était une retraite surcomplémentaire. C'est une super retraite? Absolument. La retraite chapeau, en fait, tous les salariés cotisent à une retraite de base, la CNAV, cotisent à des retraites... Ça, c'est la Sécu. La Sécu, la Sécurité sociale. Des complémentaires, l'ARCO et la GIRC. Et effectivement, dans un certain nombre d'entreprises, en général des grandes entreprises, il y a ce qu'on appelle des retraites chapeaux qui viennent... Il y a des retraites supplémentaires. La première est une retraite à prestations définies où l'entreprise et éventuellement le salarié cotisent et au moment de la retraite, la somme accumulée va être convertie en rente. Et la deuxième, c'est la retraite chapeau qui peut être également, elle, en fonction de l'ancienneté, en fonction de la fidélité de l'employeur, de la fidélité du dirigeant à l'entreprise, constituer une rente supplémentaire. Ça sert à quoi une retraite chapeau quand on est une entreprise? Ça sert à attirer les talents? Absolument, absolument. Il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'origine, la retraite chapeau, c'était quelque chose qui était soit pour attirer un talent, soit lorsque vous allez débaucher un cadre dans une entreprise, alors prenons dans l'automobile, vous allez débaucher un dirigeant chez Peugeot, chez BMW ou chez Mercedes. S'il avait une retraite chapeau dans l'entreprise en Allemagne, il va falloir lui proposer la même chose, sinon il ne viendra pas. Et effectivement, ensuite, il y a une notion de fidélité. La retraite chapeau suppose que vous allez terminer votre carrière dans l'entreprise. Donc, c'était l'une de ses raisons d'être à l'origine, c'était de faire en sorte que les dirigeants n'aient pas envie d'aller voir ailleurs. Donc, ça, c'est le point de base. Ensuite, on publie des chiffres qui sont absolument faramineux sur le montant des retraites chapeau. Donc, en l'occurrence, je crois qu'on parlait de 31 millions d'euros. Il faut savoir que sur ces 31 millions d'euros, il y en a environ 80% qui repartent à l'État en cotisation sociale et en impôts. Donc, si on rapporte au montant réel mensuel pour le dirigeant, le chiffre n'a absolument rien à voir. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des sommes très importantes. Thibault Langsade, l'exemple de PSA, c'est l'exemple à suivre pour ces grandes entreprises, pour éviter les cacophonies comme celle qu'on avait connue avec Philippe Varin en 2013. Moi, la première réflexion, c'est que l'autorégulation, ça fonctionne. Il y a eu un code AFEP-MEDEF qui a été un peu décrié d'ailleurs, à tort. Mais aujourd'hui, l'autorégulation par les grandes entreprises fonctionne. C'est le cas de PSA, c'est Legrand qui a agi de la même façon, c'est le cas de Schneider Electric, c'est le cas de la Société Générale, qui essaye d'avoir des dispositifs qui fonctionnent mieux, qui soient mieux admis. Et puis surtout, ce qui évolue, c'est que quand l'entreprise est en difficulté, quand l'entreprise finalement est dans une passe de turbulence ou même dans une voie de redressement, ce sont des mécanismes qui sont pas tout à fait audibles, qui ne sont pas bien admis. Et donc là-dessus, il y a une prise de conscience de faire évoluer des dispositifs. Il n'en reste pas moins, ce qui a été très justement dit,
Une des raisons aussi pour que ces montants soient très importants, c'est parce qu'il y a une fiscalité qui est très importante. Et donc, il va falloir que l'on reconnaisse à juste titre les talents de nos managers quand ils sont performants, quand ils réussissent, et qu'on soit toujours en mesure de pouvoir avoir des mécanismes attractifs pour pouvoir avoir ces talents au regard de la concurrence internationale. Pascal Pavageau, l'autorégulation, ça fonctionne? Ouais, enfin, d'abord la question des talents. Moi, je crois qu'il n'y a que des talents chez dans les salariés de PSA. Et on n'essaie pas de les faire venir avec de tels montants. Au contraire, pour financer ces montants-là, qu'on réserve à leur PDG, soi-disant très talentueux, on fait de la modération salariale et on fait même des licenciements. Donc la question. Vous dites qu'on modère les salaires et que ça permet de dégager de l'argent. Évidemment, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce qui s'est passé à PSA. La question fondamentale derrière ça, c'est la redistribution des richesses produites par qui? Par les salariés. Tant sur de l'investissement productif, améliorer les conditions de travail, améliorer l'outil de travail, que sur les salaires. Là, on est, pour ce qui est de Force ouvrière, satisfait. Mes camarades sont satisfaits. Ils se sont battus pour essayer d'aller vers une meilleure répartition de la richesse produite. Donc ces 400 €, ils les prennent parce qu'ils vont dans ce sens-là. Mais c'est une prime. Ce n'est pas une redistribution par les salaires. Ce qu'il faut, c'est pas de l'autorégulation, parce qu'on l'a vu sur Alcatel, on le verra ici, parce que je ne suis pas sûr que sur la durée, on ait une réforme véritable, on ait une réforme réelle du mécanisme de retraite chapeau. Il n'est pas dit que les 20 millions ne soient pas touchés chaque année, 300 000, 400 000 € au final. Ce qu'il faut, c'est une régulation et une réglementation de niveau européen pour aller sur la répartition juste des richesses produites par le salaire pour les salariés, parce que c'est eux qui, effectivement, produisent cette richesse de l'entreprise. Thibault Langsade, vous voulez répondre? D'abord, le premier point, c'est qu'il faut qu'on soit quand même tous conscients, et je pense qu'on sera tous à l'unisson sur cette table, c'est que ça concerne une petite poignée de dirigeants. On regarde les 3 millions de... Attendez, on regarde les 3 millions de PME, TPE. On parle essentiellement du CAC 40, même pas du SBF 120, on parle du CAC 40. Donc c'est une poignée de dirigeants. Et quand on voit le grand Schneider Electric... Petite parenthèse, Emmanuel Grimaud, ça concerne combien de personnes, les retraites chapeau? C'est quelques dizaines de dirigeants sur des très grandes entreprises. Effectivement, ça ne concerne pas plus de monde, c'est une méthode de sur-retraite. Attention, les retraites chapeaux sur des sommes significatives sont effectivement très peu répandues. D'accord. Il peut y en avoir sur des populations plus larges, mais sur des montants relativement faibles. Ce qu'il faut savoir également, c'est que, là encore, sans justifier, les retraites pour les cadres supérieurs, à un certain moment, il n'y a plus de cotisation. L'entreprise ne cotise plus, donc ces retraites chapeaux viennent à l'origine en partie compensées. Je ne conteste pas qu'il y a des excès sur... Moi, je voudrais revenir sur un point qui est le code de régulation AFEP-MEDEF. C'est un code qui a été validé par l'autorité des marchés financiers, qui a été validé par Bercy et qui fait référence, et dans l'occasion, enfin sur... Et les grandes lignes de ce code, en l'occurrence sur Alcatel, moi je ne peux pas vous laisser dire ça, parce que sur Alcatel, au moment où il y a eu une rémunération qui a été octroyée, il y a eu une autosaisie du comité des rémunérations et on s'est aperçu qu'in fine, le résultat n'était pas tout à fait celui qui était escompté au départ, puisqu'il y a eu correction. Donc la loi n'a pas forcément besoin de s'instaurer parce qu'il y a une autorégulation. Auparavant, ça se passait sous les projecteurs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de communication. C'est effectivement une donnée à prendre en considération, c'est que tout ceci maintenant est très rapidement mis sur la place publique et que par conséquent, les entreprises doivent faire beaucoup plus attention. Mais ce code fonctionne et l'autorégulation fonctionne. Un salarié sur deux à moins de 1700 €. Oui, mais là, on mélange des pommes et des poires. C'est super démagogique de dire ça. On parle c'est démagogique de dire ça. Non, c'est pas démagogique. Mais si, parce que vous mélangez toutes les... Le salaire médian, il est à 1700 € net, et on est sur des sommes qui sont absolument stupéfiantes et totalement disproportionnées, avec l'argent non seulement produit par les salariés, mais aussi parfois même avec de l'argent public. C'est 70 millions que PSA touche l'an dernier d'argent public. Donc est-ce que ces 70 millions reviennent à l'investissement productif et à l'outil de production, reviennent à l'amélioration des conditions de travail ou à l'augmentation des salaires de tous les salariés? Non. Vous dites que ça nuit à la compétitivité de l'entreprise, c'est ça? Mais ça nuit à la compétitivité de l'entreprise parce que quand vous dites que les retraites chapeaux sont faits pour garder, soi-disant, ou attirer des cadres, la question, elle est aussi une question de confiance des salariés, une question d'entraînement des salariés dans leur entreprise. Et le meilleur moyen d'avoir cette fameuse productivité ou compétitivité dont le patronat nous rabâche les oreilles, mais aussi le gouvernement depuis des années, c'est que les salariés retrouvent le fruit par leur salaire du travail qu'ils ont produit et de la richesse qu'ils ont produit. Emmanuel Grimaud? Alors,
Je crois effectivement qu'il y a plein de sujets qui se télescopent et là on est un petit peu dans un certain nombre de raccourcis. D'abord effectivement supprimer la retraite chapeau de M. Varin, la prime de 400 €, si on la répartissait en retraite, ça ferait l'équivalent d'1 € par mois par salarié. Donc l'enjeu n'est absolument pas comparable. Vous dites que c'est symbolique. C'est symbolique. L'un des sujets, effectivement, dont on peut parler, c'est qu'il y a un mécanisme de redistribution qui s'appelle l'épargne salariale via l'intéressement et la participation, qui sont des schémas extrêmement intéressants et qui permettent justement à une entreprise, lorsqu'elle fait des profits, de la redistribuer dans certaines entreprises 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois de salaire. Et ça, on peut regretter que cette épargne salariale ait été incroyablement taxé depuis quelques années et que ça pénalise justement cette notion de partage du profit qui remonte au général de Gaulle. Jean-Pierre Mercier, CGT PSA Poissy. Quand on dit qu'on verse des primes quand l'entreprise va mieux, ce qui est le cas de PSA, c'est un message que vous pouvez entendre et on fait des efforts quand ça va moins bien? Non, écoutez, d'abord sur la rémunération des grands patrons, vous savez, il y a les retraites chapeau qui vont continuer sous une forme différente, mais il y a aussi les parachutes dorés, il y a les bonjours en or, les golden hello. Voilà. Et vous savez, un salarié de PSA quand il part à la retraite, il part avec 1 200 €. Après 30 ans, 35 ans de travail sur chaîne, c'est ça que ça veut dire. Philippe Varin, lui, c'était 25 000 € par mois, 25 000 € par mois à vie. Pour être passé 5 ans dans une entreprise où il a licencié, où il a fermé l'usine de PSA Aulnay. Après, au niveau des rémunérations, comparer les sommes pour le PDG, entre le PDG, celle versée au PDG de l'entreprise et celle versée à un ouvrier. Un homme égale un autre homme. Un salarié, un ouvrier de chaîne, il a besoin de manger, il a besoin de vivre, il a besoin de payer son loyer, il a besoin de faire vivre sa famille. C'est pas parce que c'est un ouvrier qu'il serait moins bien payé. Mais en vertu de quoi? En vertu de quelle loi? Et puis vous savez, au niveau des salaires, je redis encore, les salaires sont bloqués depuis 4 ans. Ça n'a pas empêché que M. Carlos Ghosn, aujourd'hui, touche 8 000 € par jour. Samedi, dimanche compris, alors que soi-disant l'entreprise était au bord du gouffre, etc. Non, ce qu'il va falloir imposer à la direction de PSA, c'est des réelles augmentations de salaire, des réelles augmentations générales de salaire. Et cette annonce, moi je suis convaincu que ça a été un effet d'annonce, puisqu'ils vont bientôt annoncer des profits colossaux records pour l'année 2015, et qu'il faudrait modérer les revendications des salariés, parce que c'est sûr qu'il y a un réel mécontentement sur les salaires. À 550 millions de chiffre d'affaires, on peut faire un geste sur l'augmentation générale des salaires de l'ensemble des salariés, qui sont ceux qui produisent ce chiffre d'affaires, qui le permettent. C'est une véritable... Le vrai débat, il est sur de la réglementation de niveau européen, parce qu'effectivement, on est sur des cadres qui sont de plus en plus internationaux, voire mondialisés. C'est-à-dire, vous demandez à l'État de légiférer ? Mais oui, pour avoir une régulation et une réglementation européenne, voire internationale, pour redistribuer correctement la richesse produite par les salariés, et par du salaire, pas par de l'épargne salariale, qui est totalement inégalitaire, parce qu'on ne la touche pas de la même manière d'une part, et d'autre part, énormément de salariés sont exclus des dispositifs d'épargne salariale. Et il n'y a aucune raison que sur le plan salarial, on fasse une différence entre un ouvrier, un cadre ou un PDG. Certes, ils n'ont pas le même salaire, ça peut se comprendre, et ça se comprend pour plein de raisons, y compris en matière de responsabilité, mais pour autant, quand les salaires du patron augmentent ou du cadre augmentent, ils doivent en proportion augmenter d'autant pour l'ensemble des salariés qui permettent... Thibault Langsade, les mêmes augmentations pour tout le monde? Non, mais il y a un point où on est d'accord, c'est que quand une entreprise ne va pas bien, quand elle éprouve des difficultés, on ne peut plus aujourd'hui supporter des augmentations de chefs d'entreprise au regard de ses salariés. Ça, c'est admis. Et on sera extrêmement attentif. Et d'ailleurs, c'est ce qui figure dans ce code. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Après, les entreprises. Non, mais c'est un code de bonne conduite et d'autorégulation. Bah non, mais ce qui fonctionne. Il fonctionne. Non, mais que les critères retenus ne vous conviennent pas, ça j'en conviens. Mais on ne reste pas moins qu'il fonctionne. Bah, on parle de quelques entreprises. On a un débat qui est quand même très centré sur une vingtaine d'entreprises. On pourrait peut-être élargir sur le débat. En revanche, rêve souvent Premier ministre, mais je crois que franchement, le MEDEF n'est pas le responsable de la puissance publique et de la régulation. On peut ajouter, mais très justement, le salaire des patrons de PME, TPE est plutôt de l'ordre de 3 000 € que des retraites que l'on a évoquées. Enfin, en tout cas, des montants des retraites que l'on a évoqués. Maintenant, je suis désolé, on ne peut pas balayer d'un
revers de main. Quand on parle de participation, la participation est un véritable outil. Aujourd'hui, la donation d'action... Mettons-la en salaire. Pourquoi? Où est le problème? Mais justement, on donne la possibilité de pouvoir réellement valoriser l'entreprise et par conséquent de détenir une partie de l'entreprise. Mais non, par les actions. Pourquoi ça vous choque finalement de détenir une partie de l'entreprise par des actions? Mais parce que le salaire permet une égalité de traitement et que l'épargne salariale est inégalitaire par principe. Donc nous valorisons, nous défendons l'égalité de traitement, l'égalité salariale. On n'exclut personne. Il devient absurde quand on a un forfait social qui se met à doubler, tripler dans les années actuelles. Mais aujourd'hui, proposer des mécanismes de rémunération qui sont complémentaires sont loin d'être absurdes. Au contraire, ils sont extrêmement justes. Merci à tous les quatre. Merci Thibault Langsat d'être venu, vice-président du MEDEF. Merci à vous Pascal Pavageau, numéro 2 de Force Ouvrière. Merci Emmanuel Grimaud, président de Maximis Retraite. Et merci à vous Jean-Pierre Mercier de la CGT PSA Poissy. 23h12. Restez bien avec nous tout de suite, c'est la grande météo.